bonjour à tous, voilà on se retrouve de nouveau à bord de Saori. On est en train de parcourir tout le golfe de Gênes et on arrive bientôt, hein. Saori, elle était à 7 nœuds tout à l'heure, là je l'ai un tout petit peu, j'ai pris un riz pour calmer pour la vidéo, pour être tranquille, et puis si besoin pareil je vais un petit peu, mais là ça va, là c'est tranquille. Voilà, bah écoutez, on va parler de l'atterrissage maintenant. Atterrissage, arrivée à terre, 3 minutes. Qui est ponton? Approche. Alors, avant toute chose, moi je vais mettre une seule règle sur comment faire vos approches. En préambule, la toute première chose à faire, et la plus importante et la plus oubliée, c'est de briefer. Si vous dépendez d'autres personnes que vous pour faire la manœuvre, briefez-les avant le chenal d'approche. On ne briefe pas les gens dans le chenal, on ne briefe pas les gens entre les bateaux, on ne briefe pas les gens dans la panne, on ne briefe encore moins les gens au dernier coup de barre, et on ne briefe encore moins les gens 2 secondes avant qu'ils se jettent sur le ponton, et encore moins quand ils sont sur le ponton et qu'ils savent pas quoi faire. Voilà. Hein, si je vous dis ça, c'est que c'est du vu, revu, et que malheureusement c'est forcément trop facilement évitable, hein. Donc du coup, ce que je fais à bord de Saori, je les briefe avant de rentrer dans le chenal, et je leur demande, je finis toujours mon brief par: est-ce que tu as tout compris? Est-ce que tu veux que je te réexplique quelque chose? S'il y a quoi que ce soit que tu n'as pas compris, n'hésite pas à me reposer la question. Là, il n'y a pas de question idiote là pour le coup. Pour justement comment amarrer un bateau, c'est tellement important cette manœuvre-là, c'est tellement là où se passe le plus de drames. Hein, le 3/4 des problèmes avec un bateau, ça se passe pendant les 2 dernières secondes où vous arrivez dans votre place et que vous devez amarrer le bateau. Hein. C'est souvent là que se passe la majorité des tracas. Donc c'est pas une manœuvre à négliger, et pour ça il est bien de prévenir tout le monde avant, et encore moins après. Combien j'en ai vu les pourrir après: mais t'aurais dû faire ci, mais t'aurais dû faire ça, mais si, alors qu'ils ont reçu 0 brief, 0 indication, etc. Là je parle notamment pour les couples qui se les personnes, hein, j'avais fait une longue vidéo là-dessus, hein, toutes ces personnes qui se font pourrir à l'avant alors qu'elles ont reçu aucun brief, aucune responsabilité du chef de bord, qui ne fait que fumer sa cigarette à la barre et à faire marche avant marche arrière comme un gros bourrin. Voilà, c'est le seul truc qui l'intéresse. Mais par contre, amarrer le bateau, non, ça c'est chiant. Déléguons-le aux autres. Ce sera beaucoup plus simple de leur gueuler dessus si jamais ça se passe mal, hein. Donc c'est au chef de bord d'arrêter le bateau, hein, et c'est pas à ceux qui sautent sur le ponton, qui descendent sur le ponton, excusez-moi, de freiner le bateau, hein, parce que sinon ça donne un coup d'angle et forcément la poupe va se décaler et taper dans le bateau voisin. Ça c'est grand classique. Donc c'est au propriétaire, enfin au capitaine, de arrêter le bateau qui meurt sur son air devant sa place, et il n'y a plus qu'à descendre et à gentiment amarrer. Et même par de grosses conditions ou des conditions moyennes, ça doit être le cas le plus possible, ou alors de se poser intelligemment dans le bon sens au bon endroit, là où ça ne fera 0 dégâts. Voilà, donc après ça on peut commencer. Comprenez bien, encore une fois, l'anticipation, le briefing, c'est ça le plus important. Si votre capitaine ne vous briefe pas, si votre capitaine, pardon pour la caméra, si votre capitaine ne vous briefe pas, c'est que sûrement il n'a aucune idée de ce qu'il va se devoir faire, ce qui va se passer, et que ça va vous retomber dessus un moment ou un autre. Donc méfiance aussi, c'est bizarre en fait, il y a plein, tous ces checklists là, si vous les entendez pas quand vous montez sur un bateau, méfiance, hein. N'allez pas le rendre fou non plus, mais en tout cas soit vous descendez du bateau, soit vous remontez plus dessus, mais en tout cas dites-vous que ça c'est un impératif. Je prenais souvent l'exemple, eux ils prennent l'exemple des pilotes d'avion beaucoup, mais moi je prends aussi l'exemple dans l'ISS, dans un chef de palanquée qui part en immersion avec une palanquée, avec des gens à bouteille. Un chef, comment on appelle ça, un guide de haute montagne en alpinisme, etc., qui part avec une escouade. Bon bah forcément,
il y a des règles, il y a des checklists, il y a des protocoles de sécurité, il y a des responsabilités qui seront, hein, ils le disent, hein, responsabilités légales mais aussi civiles. Hein. Civil, ça veut dire qu'on peut quasiment à peu près tout vous reprocher, ce qui est reprochable sur la planète. Hein. J'y connais pas grand chose en loi française, hein, mais quand la responsabilité civile, c'est très très large. Hein. Donc on peut très vite se retourner contre vous, attention. Alors c'est parti, approche. Plus de 30 minutes avant. Ah, c'est bien, ils font le décompte, ça j'aime bien. Zone d'arrivée, étudiée, ça c'est le capitaine qui le fait. Capacité d'abri, vent, houle, hauteur d'eau suffisante, balisage feu, nuit repéré, ponton visiteur localisé, VHF, C9, capitainerie contactée. Ça c'est très très bien. Ça, c'est à chaque fois que vous naviguez, vous devez faire ça absolument. Quoi qu'il arrive, 30 minutes avant, c'est parfait, vous avez le temps d'étudier. Normalement, vous pouvez même le faire avant de partir, hein, carrément à terre. Il y a certains trucs qu'on peut calculer, hein, les hauteurs d'eau, tout ça, le balisage, voir s'il est... c'est pas au dernier moment que vous dites, ah bah c'est bizarre, les buoys, j'en vois aucune, et ben en fait, elles sont pas éclairées la nuit, quoi. C'est pas au dernier moment qu'on se rend compte de ça, c'est bien avant. Il faut avoir du coup préparé une belle lampe torche pour pouvoir justement scanner devant, être bien précis sur ses points, etc. Faire des alignements, des choses comme ça. Bateau, plus de 15 minutes avant, équipage paré, donc ça veut dire briefé, voile affalée si nécessaire, c'est bien ça, 15 minutes avant, hein. Boot à l'eau, aucun, moteur on, du coup on peut démarrer le moteur parce qu'il n'y a pas de boot à l'eau, pare-battage à poste, haussière à poste, alors toujours on finit par les haussières, hein. Ça c'est hyper important, on ne commence pas par mettre les haussières puis affaler, ou alors mettre les haussières, mettre les haussières puis les pare-battes, c'est ce qu'on veut, mais en tout cas, haussières et pare-battes, c'est après l'affalage. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous allez devoir affaler, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre face au vent. Qui dit face au vent dit face aux vagues. Qui dit face aux vagues dit ça chahute dans tous les sens. Là, le poids du bateau, il se balade entre droite et gauche. Et du coup, si vous êtes au moteur, en plus de ça, donc si vous avez des amarres à l'avant qui sont trop longues, et ben elles vont finir par tomber à l'eau, aller dans l'hélice, bloquer votre moteur et vous n'allez plus pouvoir rentrer au port. Et si vous êtes en Atlantique, et ben vous allez rater la marée. Et là commencent les problèmes. Donc pour éviter ça, il y a quelque chose de très simple. Toutes vos amarres qui sont à l'avant du bateau, vous calculez la longueur pour que si elles tombent à l'eau, elles s'arrêtent à ça de l'hélice. Voilà, comme ça il n'y a pas de souci, même si jamais il se passe un drame ou quoi que ce soit, une grosse vague, ça peut arriver, hein, un gros yacht qui passe à côté de vous, il fait deux vagues énormes, ça fait tout chahuter, les deux amarres tombent à l'eau, tout était prêt, vous étiez à 20 mètres de l'entrée du port, entre les cailloux, au pire endroit pour que le moteur coupe. Et là, si les haussières sont assez courtes, pas de souci, aucun problème, je peux manœuvrer. Si les haussières sont trop longues parce que vous vouliez 15 mètres pour pouvoir être tranquille ou je ne sais quoi, et ben là, forcément, ça finit dans l'hélice et ça finit dans les cailloux. Donc haussière à poste au dernier moment, hein, bien sûr, avant de rentrer dans le chenal. Gaffe à poste, bon ça c'est si vous n'êtes pas en solitaire, parce que en solitaire la gaffe elle ne sert strictement à rien. Gants si pendilles et projecteur, parce que les pendilles il peut y avoir des moules, des trucs comme ça, donc si vous devez amarrer votre bateau en urgence, il vous faut des mitaines ou des gants. Projecteur à poste si nécessaire. Accostage, vitesse adaptée, ça veut dire mourir sur son air. De toute façon, dans le port, 3 nœuds c'est déjà trop rapide, à moins que vraiment qu'il y ait du vent. Et là, du coup, c'est une autre histoire. Vous devez être à la limite de la dérive tout le temps. Vous devez jouer avec ça, que ce soit dérive vent ou dérive courant. Mais par contre, si les conditions sont bonnes, vous devez être toujours vraiment à peine... moi, ce que je fais, c'est moteur, embrayer, marche avant, basta, ça suffit. Hein, le bateau, il va déjà assez vite. Hein. Et puis même, je joue avec du point mort de temps en temps pour ralentir au maximum le bateau. J'essaye qu'avant de rentrer dans la panne, limite d'arrêter complètement enfin de limiter au maximum avant de dériver ou avant la prise au vent de la vitesse du bateau, et après j'y vais gentiment, marche avant pour être toujours manœuvrant, etc. Pas non plus se balader entre les bateaux sur neutre parce que vous allez vous faire embarquer et du coup ça va être plus compliqué de récupérer par la suite la manœuvrabilité. Donc l'idéal c'est d'arriver le moins vite possible devant la panne. Vous rentrez dans la panne avec juste embrayer marche avant, vous jouez de temps en temps sur neutre pour continuer de ralentir, et paf, et dès que vous arrivez, une demi-seconde de marche arrière toute douce pour pas abîmer l'inverseur, et là vous êtes arrêté.
Vent plus courant pris en compte, évidemment. Alors, ça c'est hyper important. Navigation en annexe, danger, chavirage, homme à la mer, dérive, collision, blessure. Donc évidemment en annexe, que ce soit à la rame ou au moteur, vous pouvez dériver, vous pouvez faire dépaler s'il y a beaucoup de vent. Le moteur peut tomber en panne, il va falloir ramer, est-ce que les personnes sont en capacité de ramer jusqu'à la côte, etc. etc., etc. Coffre et mouillage, faites tout comme en 1, donc sur le quai et le ponton. Gain d'eau électrique on, annexe gonflée et hauteur d'eau vérifiée. Hein, surtout si vous êtes avec de la marée, il va falloir calculer, est-ce que votre chaîne elle va se tendre à un moment, est-ce qu'il y en a assez, etc. etc. À bien calculer le marnage complet. Manœuvre. Tour de repérage effectué, donc ça c'est ce que je vous ai fait beaucoup pendant les prises de coffre, hein, toujours faire un petit tour de repérage, profondeur suffisante, vitesse réduite, approche bout au vent. Moi je vous ai dit c'est pas vraiment bout au vent, c'est un tout petit peu sur le côté justement pour, hein, je vous ai déjà fait la vidéo, je vais pas refaire tout le chapitre maintenant, mais justement pour toujours dériver du même côté et être sûr de savoir de quel côté on va se faire embarquer, parce que si vous êtes pile bout au vent et que vous faites embarquer par le vent ou l'élément dominant, vous savez pas si ça va être vers tribord ou vers bâbord. Alors que si vous choisissez un côté volontaire très léger de 15 degrés, 20 degrés, et ben au dernier moment vous enroulez et vous finissez bout au vent. C'est où? Attendez, je suis perdu. Vitesse, accostage, navigation en annexe, coffre et mouillage, hauteur d'eau, manœuvre, tour de repérage, profondeur suffisante, vitesse réduite, approche bout au vent, voilà c'est là, manette des gaz, point mort, évidemment, on ne peut rien prendre dans l'hélice, et l'air nul, hein, donc c'est ce qu'on appelle mourir sur son air, ça veut dire ne plus avoir d'élan, ne plus avoir de... l'air, c'est vraiment l'élan, l'inertie du bateau, donc il faut que l'inertie suffise à accoster ou à arriver sur la bouée et qu'à la fin le bateau soit arrêté, hein. Devant une bouée c'est pareil, le bateau il doit pas bouger, hein. Il y a juste à se pencher, c'est pas on la chope au vol comme un cow-boy, hein. Sinon c'est le capitaine qui s'est raté dans sa manœuvre, hein. C'est pas les autres ou quoi que ce soit, ou le vent, le courant, la faute de je ne sais qui, c'est juste le capitaine et c'est tout. Bon bah c'est super, ça approche à grands pas cette histoire là. Mon but c'est de courir après le soleil quoi, hein. C'est d'essayer d'arriver pas trop tard, que j'arrive juste devant le port de nuit et c'est tout quoi, ça serait bien. Alors après on continue, je regarde vite la batterie. Ah bon on est bien la batterie, nickel. Alors mouiller l'ancre. Une fois la profondeur plus 5 à 10 mètres. Donc il y a plein de théories, il y en a deux qui se valent plus ou moins. C'était quoi? C'est 3 fois la longueur du bateau plus la hauteur d'eau, je crois. Et après la vraie de vraie, c'est 3 fois la hauteur d'eau par beau temps et 5 fois la hauteur d'eau par mauvais temps. Voilà. Il faut qu'il y ait 5 fois la hauteur d'eau, vous avez 10 mètres d'eau, il vous faut 50 mètres de chaîne. Puis une fois que le bateau est immobile, lâchez doucement 3 à 5 fois la longueur en reculant. Légère marche arrière de test pour voir si l'ancre est bien accrochée au fond de l'eau. Voilà. Après on peut rajouter... Ah bah voilà, il y a tout, j'ai rien dit. Alors, si l'ancre croche bien, position GPS notée pour savoir si vous allez dériver, etc. Vous pouvez prendre des amers aussi, tout simplement, avec un élément de votre bateau, le compas de relèvement et un point fixe sur la terre. Et évidemment, quand le bateau tourne dans tous les sens dans la pétole, c'est compliqué. Mais sinon, tout simplement, position GPS et une alarme de mouillage aussi. Alarme de mouillage très pratique. Repère à terre visualisé, hein, pour voir où on peut, à peu près où on est. Moteur off, boule de mouillage à poste si on est de jour et feu de mouillage on si on est de nuit. Oringuer si possible, donc c'est pas si possible, c'est oringuer toujours. Donc ça on en reparlera, mais du coup on place un orin à l'avant de l'ancre avec une petite bouée qui permet d'une de matérialiser où se trouve l'ancre à l'aplomb de l'orin et de deux, il permet de, si on tire sur l'orin, ça va permettre de sortir l'ancre du sable, sachant qu'aujourd'hui on a des ancres très performantes pour s'ensabler justement,
et du coup très difficile à retirer, surtout moi qui n'ai pas de guindeau. Et de toute façon, si vous avez un gâteau, faut pas tirer dessus, faut pas que ça force. Donc un petit taurin, vous tirez dessus, ça relève le nez de l'ancre et du coup elle sort et après vous n'avez plus qu'à récupérer la chaîne. Si l'ancre dérape, lâchez plus de chaîne ou ajoutez un poids à la chaîne ou recommencer la manœuvre, pensez au mouillage double. Donc là il y a des techniques de mouillage double. Si vous devez abandonner l'ancre, notez la position GPS, notez les repères sur la côte et haut-ringuez, donc mettez un repère et abandonnez l'ancre. C'est pas la meilleure des choses à faire. Un coup de tel au loueur s'impose si vous doutez du carburant, le guindeau est en panne, l'ancre est engagée et pour tout dommage. Donc à chaque fois vous devez les appeler. Bon, ça c'est encore spécifique à la location. Spécial tips, technique de mouillage double. Donc soit à 45 degrés en pas de doigt, on vient du coup à 22 degrés 5 d'un côté, on vient mettre une ancre, on recule, on l'accroche, on vient au moteur à 22 degrés 5 dans l'autre sens, on l'accroche et là ça nous fait une patte doigt. Ça c'est ce qu'il y a de plus efficace techniquement et ça s'appelle affourcher. Tiens, on a le lexique, tiens, ça je ne savais pas. Après, embosser, c'est une ancre devant, une ancre derrière. Alors ça c'est très pratique, des fois c'est obligatoire. Ça peut se faire aussi avec une bouée devant, une bouée derrière. Le seul hic, c'est si, donc c'est bien dans les cours d'eau, les trucs comme ça, où tout le monde doit être bien aligné. Mais par contre, si vous êtes un peu en mer, entre guillemets, s'il y a le moindre vent qui tourne et de la houle qui vient, ou des vagues qui viennent perpendiculaires à vous, c'est la fin du monde. Tout le monde vomit à bord. Ou alors, donc ça c'est embosser, empéneler. C'est donc l'une après l'autre avec 5 mètres de distance maximum apparemment. Et après en barbe, c'est une un peu loin à gauche et une un peu courte à droite. Démarrage moteur d'annexe, coupe-circuit au poignet, arrivée carburant, bonne, arrivée d'air, bonne, starter, mi-course, manette des gaz, point mort, arbre d'hélice verrouillé, démarreur 10 secondes max, moteur noyé, arrivée carburant, off 5 minutes, démarreur 10 secondes max. Là c'est spécifique si vous avez un petit moteur pour votre annexe. Voilà, on va finir rapidement. On a de la pêche et de la chasse sous-marine. J'espère que vous n'avez pas trop le vent. Je sais pas trop comment faire à chaque fois, mais bon, je vais me mettre déjà voir un petit peu sous mon génois. Mais on est un peu seul au monde, hein, j'ai l'impression. Même les cargos, il y en avait quelques-uns tout à l'heure, mais on est un peu seul au monde et c'est pas pour nous déplaire. Voilà, alors pêche et chasse sous-marine. Toute pêche, vérifiez les réglementations locales. Zone autorisée, saison autorisée, moyen de pêche autorisé, espèces protégées connues, taille minimum des prises, on appelle ça la maille, connue, nombre de prises maximales connues. Chasse sous-marine, réglementation en France, il faut avoir plus de 16 ans. Il faut une bouée et un drapeau obligatoire au-dessus de nous pour nous signaler. Il faut une assurance obligatoire, je ne savais pas. 2 jours seulement, en apnée seulement. Donc il faut savoir aussi qu'en réglementation, si vous avez à bord du bateau un harpon et des bouteilles, vous êtes amendé. Enfin, on vous prend vous recevez une amende, quoi. Parce qu'on peut considérer que vous faites les deux en même temps et du coup vous ne pouvez pas le prouver que vous ne faites pas les deux en même temps et donc c'est illégal. Donc à bord d'un voilier, à bord d'un bateau quel qu'il soit, vous avez le droit soit à un harpon, soit à des bouées de plongée. Donc en apnée seulement, zone autorisée seulement, à plus de 150 mètres des bateaux et des engins de pêche balisés. Vie à bord. Donc ligne de pêche remontée avant les manœuvres pour éviter les problèmes. De toute façon, vous allez tenter 1 ou 2 fois et vous allez vous rendre compte si vous avez 2 lignes, que 2 lignes qui s'en mêlent à l'arrière, 2 lignes de traîne en ayant fait un virement de bord qui s'en mêlent, pour l'avoir fait de trop nombreuses fois, c'est la pire des choses, hein. Donc du coup vous en mettez une seule, bien étudiée. Il vaut mieux une bonne que 2 mauvaises, hein. Ligne de pêche remontée, donc ça je l'ai lu. Fusil hors de l'eau déchargé, donc dès que ça c'est pour les harpons.
Matériel rangé et nettoyé. Hein. De toute façon, si vous les rincez pas à l'eau douce, en 3 utilisations, c'est complètement rouillé. C'est fait pour. Ils font exprès de vous vendre ça une blinde et d'avoir on appelle ça en français, des revêtements, etc. Tout fin, micro, enfin, vraiment ridicule pour que ça se barre très rapidement et pour que vous ayez à en racheter toutes les 3 semaines. Voilà. Donc n'hésitez pas, il existe maintenant des petits hameçons en titane et ça marche plutôt bien parce que ça ne rouille pas, contrairement à tous les autres, même les inox, etc. Pas parce que c'est écrit inox que ça rouille pas. Hein. Le nombre d'émerillons, d'hameçons, de trucs de ci, de ça qui rouillent au bout de 3 utilisations, même rincés à l'eau douce. Même rincés à l'eau douce. Donc méfiance, voilà, moi de toute façon je pêche beaucoup moins, moi j'ai toujours pêché avec quand j'ai du monde à bord, pour ceux que ça fait plaisir, mais c'est à peu près tout. Check avant la chasse sous-marine, donc contact à terre averti, santé forme compatible, sinus clair, météo et marée notée, je découvre avec vous, hein, parce que j'en ai jamais fait. Courant faible ou nul, combinaison adaptée, bouée et pavillon en état. Planche si possible pour se reposer si on est fatigué ou si on a une crampe ou quoi que ce soit, ou si on a bu la tasse ou j'en sais rien. Ceinture de plomb adaptée, couteau adapté, montre étanche et bracelet de géolocalisation. Ah, c'est pas mal ça. Syncope et collision. Privilégier les sorties en duo. Alors ça justement c'est pour tout ce qu'on disait tout à l'heure, notamment ce qui arrive malheureusement fréquemment, c'est AVC pour les personnes qui sont sujettes à, et crise d'épilepsie, pareil pour les personnes qui sont sujettes à. On peut se retrouver coincé sur un bateau avec un peu de mal de mer, un gros soleil qui tape fort dans la pétole ou je ne sais quoi, et très vite ceux qui peuvent être un peu sensibles et mal hydratés, très vite ça peut être le drame. Donc privilégier les sorties en duo. Bon, après dire ça, moi je ne peux que vous conseiller aussi si vous avez la chance d'avoir les conditions pour, aussi de privilégier les sorties en solitaire, en respectant toutes les règles, etc. Mais c'est quand même ce qui est, c'est quand même divin aussi, on peut dire ce qui est. Ok, je vérifie la batterie, on est bon. Ah mais non, mais attendez, je suis trop bête, excusez-moi, je suis trop bête, on ne parle pas des bateaux, on parle de la plongée sous-marine. Donc plongée sous-marine, c'est comme la plongée à bouteille, c'est toujours en duo justement en bouteille c'est obligatoire, là c'est privilégié, mais bon, ça arrive aussi beaucoup que des gens, et voilà, ils aillent pêcher les oursins, les trucs, les ci, les ça, qu'ils aient un peu bu avant aussi, ça se voit beaucoup dans le sud de la France. Hein, des gens qui picolent et qui vont chercher les oursins ou je ne sais quoi, et malheureusement il y arrive souvent des problèmes, hein. Donc c'est pas parce que les gens sont pas loin sur le bateau qu'ils vont voir que vous êtes en train de couler au fond de l'eau, hein. Donc du coup sortez à deux. Excusez-moi pour cette incompréhension, c'est ma faute, mais à culpa. Bannissez l'hyperventilation, ne forcez pas vos apnées. Donc ne pas faire d'hyperventilation, j'imagine, c'est ne pas faire comme les professionnels qui, je pense, font ça pour faire les grandes apnées. Ne forcez pas vos apnées, donc ne cherchez pas à tester vos limites. Et évitez les chenaux et zones de mouillage, oui, hein, parce que les petits bateaux à moteur ou les jet skis qui vous découpent en remontant, c'est vite fait, hein. Et vous, en plus en apnée, c'est pas comme à bouteille où on peut rester en attendant de voir si c'est bon. En apnée, si vous êtes à court d'oxygène, vous êtes à court d'oxygène. Voilà. Baignade et sport. Alors, depuis le bateau, baignade au mouillage, courant faible ou nul. Moi je vous ai dit, j'utilise le halin flottant qui me sert à relier ma bouée fer à cheval à mon feu à retournement. Il fait 50 mètres, il est orange fluo et il est flottant. Donc je fais un nœud de taquet ici, je laisse passer 30 mètres de bout et je viens faire un nœud de taquet sur l'autre taquet et je mets un petit pare-batte au bout. Donc du coup ça permet d'avoir une piscine, une belle piscine, une grande piscine naturelle, avec les gens qui peuvent à tout moment s'agripper sur le bout flottant pour pouvoir se ramener au bateau, etc. Et avec un petit pare-batte au bout pour que les gens, les bateaux à moteur ne passent pas dessus ou quoi que ce soit, quoi.
que ça soit encore plus visible de loin. En plus du bout flottant, j'ai un pare-batte ou un gros truc, n'importe quoi, quelque chose de visible. Et du coup, ça me fait une belle piscine naturelle. Et en vrai, même à la voile, ça nous est arrivé de l'utiliser quand il n'y a pas beaucoup de vent. On déroule un tout petit peu de génois au portant et on se laisse gentiment barboter, on s'accroche à l'arrière et au moins on sait que si on lâche, bon, on va pas à 5 nœuds non plus, hein, quand le bateau il va à 1 nœud, 2 nœuds, bah, et qu'on a chaud parce qu'il n'y a pas de vent, on n'avance pas, bah, on en profite, on se met à l'arrière et au moins si la personne lâche, bah, c'est pas un homme à la mer, c'est directement, voilà, hein, quand on le fait dans des conditions vraiment quand on est pas loin de la côte, que le bateau avance vraiment pas, etc. hein. Si le bateau il avance à 2 à 3 nœuds, c'est plus la même ambiance, hein. Soit vous réduisez la voilure, soit vous faites remonter tout le monde à bord, hein, parce que sinon c'est très rapidement, tout simplement, ça passe de quelqu'un qui se baigne à un homme à la mer. Je vérifie là. Ouais, c'est bon, je vérifie. Excusez-moi, je suis obligé de vérifier parce que la batterie fond comme beurre au soleil ou neige au soleil, comme vous préférez. Météo connue, échelle de bain descendue, enfant, gilet de sauvetage pour tous, annexe si possible à l'eau. Ah, ça peut être pas mal pour aller récupérer quelqu'un et tout. Si possible, si vous avez une annexe gonflée à ce moment-là, ben, mettez-la à l'eau, comme ça s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez y aller sans avoir à vous mouiller puis vous jeter, parce que vous ne pouvez pas vous jeter directement du bateau pour sauver quelqu'un, sinon vous risquez l'hydrocution et le suraccident. Baignade en mer, ciel dégagé, vent nul, mer très calme, haussière à la traîne, donc eux ils mettent des haussières à la traîne, mais mon système de piscine est nettement plus redoutable. Là vous pouvez me faire confiance, ça n'a rien à voir à récupérer une corde, une amarre nouée, on en faisait ça au début, hein, mais c'est nul. Là au moins il peut se passer n'importe quoi, à un moment ou un autre vous allez finir dans les filets, quoi. Moteur off par sécurité évidemment, voile affalée et skipper second reste à bord, hein. Moi c'est vrai que souvent c'est très rare que je me baigne, à part quand le bateau est accroché au mouillage ou alors quand j'ai mes skippers de compétition, comme ça peut m'arriver, mes acolytes. Mais sinon c'est que quand le bateau est vraiment amarré au mouillage où là je descends à l'eau. Signaux de détresse, 2 jours. Bon, ça vous connaissez, hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne salue pas en faisant des grands signes comme ça. Pour une seule, on salue en faisant comme ça, hein. On lève la main droite comme ça et on la baisse juste après. Tout simplement pour éviter de faire des grands signes, que ça c'est le signal de détresse, quoi. Si une personne est en difficulté dans l'eau, donnez l'alerte le plus rapidement possible. VHF canal 16, numéro de téléphone 196. Ne vous jetez pas à l'eau sans entraînement spécifique ou sans être relié au bateau et sans risquer l'hydrocution également, hein, parce qu'ils n'en ont pas parlé pour l'instant, alors que je pense que c'est un des pires trucs, hein. Depuis la plage, privilégiez les plages surveillées, nage, surf inférieur à 300 mètres. Vérifiez les drapeaux, baignade surveillée, dangereuse, interdite, drapeau vert, jaune, rouge. Vague, tentez de nager vers le fond pour passer les remous, puis remonter vers la surface. Attendez, si on a une vague, il faut tenter de nager vers le fond pour passer les remous, puis remonter à la surface. Écoutez, je vais voir ça. En tout cas, courant dangereux, nagez en travers pour sortir de la zone dangereuse et non à contre-courant, vous vous épuiserez, hein, notamment les fameuses baïnes où là c'est encore différent, il faut presque se laisser emporter pour sortir au large, faire le tour et là revenir presque à l'aide du courant justement. Donc c'est assez particulier, les baïnes, il y a des panneaux de précaution de partout en France, donc ça vous avez juste à regarder sur les plages. Ski nautique, wakeboard, pratique supérieure à 300 mètres des côtes. Gilet de sauvetage obligatoire, combinaison si nécessaire, gants, casque si possible. Flamme orange de 2 mètres, donc ça c'est un drapeau triangulaire très long, ce qu'on appelle une flamme. Filin flottant, donc un boot à l'arrière qui est flottant et fluorescent. Coupe-circuit au poignet, deuxième personne dans le bateau qui surveille, hein. Quand vous traînez quelqu'un à l'arrière, jet ski, bouée, n'importe quoi, c'est boot flottant obligatoire, fluorescent obligatoire, une personne qui manœuvre, qui conduit et une deuxième qui regarde, hein. C'est pas un seul qui fait les deux au bateau et l'autre qui s'amuse derrière. On ne peut pas faire du ski nautique à 2, hein. Il faut être au minimum 3.
Alors peut-être que vous m'entendez gueuler ou peut-être que vous entendez rien à cause du vent, hein. C'est l'un ou l'autre, je sais pas ce qui vous plaît le plus, mais en tout cas j'espère que c'est audible, que c'est clair. En tout cas le bateau il avance tranquillement, donc on va pas se plaindre, hein, franchement.